Ceux qui ne connaissent pas l'enquête du Global Entrepreneurship Monitor, juste pour vous mettre en contexte, c'est sans doute la plus grande recherche sur l'entrepreneuriat dans le monde. On me dit que Nathalie l'a présenté un peu hier parce que c'est une des instigatrices. En 1999, l'enquête a débuté. Et donc, à chaque année depuis 1999, il y a près d'une centaine de pays qui ont participé. Donc, jusqu'en 2018, dernière année où on a fait l'enquête du Global Entrepreneurship Monitor. Et donc, c'est une enquête qui est une des plus grandes parce qu'on parle d'un échantillon représentatif de la population. On parle de plus de 2000 personnes par pays qui répondent. C'est plus de 200 000 personnes qui répondent à chaque année à l'enquête du Global Entrepreneurship Monitor. Fait que ça en fait du monde sur la planète qui participe. Et ça c'est l'enquête sur la population, mais on a aussi un volet qui est une enquête auprès des experts. C'est-à-dire qu'on mobilise 36 experts dans chacun des pays pour former un panel, des gens dans tous les domaines. Il y a 25 d'entrepreneurs là-dedans. Puis on veut savoir les conditions cadres de l'entrepreneuriat dans le pays en question. Fait qu'on pose des genres, des questions du type, est-ce qu'on encourage les jeunes à lancer des entreprises? Est-ce que le financement est suffisant? Est-ce que le transfert de recherche et développement dans les universités est efficace? Est-ce que les infrastructures sont bonnes? Et ainsi de suite. Pour essayer de voir, dans le fond, est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Et ça, c'est l'opinion des experts. Ce que je vais vous présenter ce matin, c'est surtout les données issues de la population, donc pas les données au niveau des experts. S'il y en a qui s'intéressent, le dernier rapport, on l'a diffusé il y a quelques mois à peine, au mois d'octobre. Il est disponible au www.gemconsortium.org. Vous allez voir sur les rapports par pays. Il est dans la section Canada, évidemment, mais il y a un rapport spécial pour le Québec qu'on fait à chaque année, Marc Duhamel et moi. Puis effectivement, cette année, je pense qu'on est la première équipe à avoir parlé d'entrepreneuriat hybride. S'il y en a qui ne savent pas trop c'est quoi ce mot-là, c'est l'idée de combiner un emploi salarié avec le fait d'être entrepreneur. Et on a des chiffres hallucinants au Québec. On parle de plus d'une personne sur deux qui est entrepreneur hybride. Fait que, quand on parle de l'entrepreneur, d'abord au masculin, erreur. Quand on parle de l'entrepreneur, on pense à celui qui bâtit des empires, Alain Bouchard, Serge Beauchemin, ainsi de suite. Ça, là, c'est la bébite qui n'existe à peu près pas dans nos données. C'est l'exception. C'est ce qu'on appelle en statistique l'outlier, la personne qui n'a pas rapport avec le restant de la population. Notre entrepreneur au Québec n'est pas Serge Beauchemin, n'est pas Alain Bouchard, c'est plein d'autres choses que ça. Et c'est une diversité incroyable, dont plein de gens qui choisissent de garder un emploi salarié, de combiner les deux, d'avoir un lifestyle entrepreneurship. De le faire parce qu'ils aiment ça, faire ça, ça les allume. C'est un complément. Ils ne sont peut-être pas assez excités à leur travail, ils ont peut-être plein d'énergie à revendre, fait qu'ils ont une petite entreprise à côté de leur travail pour être capable de s'amuser. C'est ça aussi. Puis c'est ça dans les collèges, il y en a quelques-uns qui le mentionnaient. C'est ça à l'université, c'est ça. À peu près tous les étudiants entrepreneurs qu'on va passer gardent un emploi salarié parce qu'ils vont manger comment, ils vont payer l'épicerie comment. C'est dur, l'entrepreneuriat au début, là. Bon, fait que là, on va parler d'entrepreneuriat féminin. Je fais juste une petite parenthèse, mais ces données-là sont disponibles dans le rapport du Global Entrepreneurship Monitor. Je vous présente le processus entrepreneurial. Il est important parce que les chiffres que je vais vous présenter sont en lien avec ce processus-là. Essentiellement, là, dans la population, quand on étudie la population, n'importe quelle population, il y a une tonne de gens, dans le fond, qui pourraient avoir une aspiration à devenir entrepreneurs, ou pas. Ils n'ont peut-être juste pas le goût, mais ils ont des valeurs, ils ont des aspirations, ils ont des croyances liées à l'entrepreneuriat. Fait qu'on leur pose plein de questions à cet égard. Est-ce que la carrière est valorisée? Est-ce que vous vous sentez capable de démarrer une entreprise? Est-ce que vous auriez peur de l'échec si vous démarriez? Et ainsi de suite. Fait que c'est des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs, qui vont faire partie des entrepreneurs potentiels. Ensuite, les gens vont développer l'intention d'entreprendre. C'est que là, ils vont dire, c'est bien l'entrepreneuriat pour d'autres, mais ça pourrait être bien pour moi. Ils vont comme internaliser ce goût-là de devenir entrepreneur. Il y en a des un peu plus courageux, des un peu plus dynamiques qui vont devenir des entrepreneurs naissants. Ils vont dire, c'est non seulement pour moi, mais c'est pour moi maintenant. Ils vont amorcer un processus de démarrage. Ils vont faire des actions pour créer une entreprise dans les prochains mois, prochaines années, mais souvent les prochains mois. Et ces gens-là vont finir par démarrer leur entreprise, vont devenir des nouveaux entrepreneurs. La façon dont on les distingue, nous, c'est au niveau du salaire qui est versé. Il y en a qui disent que c'est au niveau des ventes, mais si tu fais des ventes puis ça te coûte plus cher puis tu n'es pas capable de verser de salaire, bien, c'est sûr que tu as des opérations, mais en tout cas, bref, on fait pas, je ne veux pas faire de débat là-dessus, mais à partir du moment où tu verses un salaire pour le Global Entrepreneurship Monitor, tu es un nouvel entrepreneur. Ça va?
Et ces gens-là, quand ça fait plus de 42 mois qu'ils versent des salaires, donc plus de 3 ans et demi, ils deviennent des entrepreneurs établis. C'est que là, l'entreprise a passé un cap assez difficile les 3 premières années et demie, et l'entreprise est relativement établie. Ça va? Et il y a un certain nombre de personnes, évidemment, qui vont vendre leur entreprise, qui vont la fermer, ça va faire faillite, et ainsi de suite. Et donc, il va y avoir des fermetures, puis ils vont redevenir des entrepreneurs potentiels parce qu'ils vont peut-être vouloir reprendre ou pas. Ça va? Alors, ce que je vais vous montrer comme statistique, 3 éléments particuliers que je vais vous présenter. D'abord, le sentiment de compétence. Ce sentiment de compétence-là, il est super important parce que si vous croyez que vous n'êtes pas capable de démarrer une entreprise, vous ne le ferez pas. Vous n'allez pas perdre votre temps à faire quelque chose que vous ne pensez pas capable de faire. Hein? Donc, c'est comme la base, autrement dit. Puis ça, c'est ce qu'on appelle, dans le jargon scientifique, le sentiment d'auto-efficacité. C'est dans quelle mesure vous vous sentez efficace pour accomplir des tâches liées à l'entrepreneuriat. Donc, je le répète, si vous ne vous sentez pas compétent, vous ne le ferez pas. Donc, ça, c'est un des éléments fondamentaux pour comprendre le processus entrepreneurial. Deuxième chose, est-ce que les gens perçoivent des opportunités dans leur environnement? S'ils sont dans une région où ils perçoivent qu'il n'y a pas d'opportunité pour démarrer des entreprises, peu importe la raison, que ce soit vrai ou pas, là, si leur perception, c'est qu'il n'y a pas d'opportunité, bien, ils ne démarreront pas des entreprises dans leur région. Ça va de soi. Donc, ils ont besoin de cette croyance-là qu'il y a effectivement des opportunités dans leur région qu'ils peuvent saisir. Autre élément, la peur de l'échec. On peut dire, oui, j'ai les compétences, oui, je vois des opportunités. Ça, c'est l'entrepreneuriat pour les autres. Hein? Parce que pour moi, j'ai trop peur de l'échec, puis je ne veux pas compromettre mon hypothèque, ma relation de couple, et ainsi de suite. J'ai des enfants, j'ai une famille à nourrir, ainsi de suite. Donc, j'ai trop peur de l'échec pour démarrer. Je laisse ça aux autres. C'est cool, il y a des opportunités, il y en a qui ont du plaisir, il y en a qui... Pas pour moi. Ça va? Donc, ça, c'est l'autre élément important. Alors, qu'est-ce que ça donne? Bon, là, il y a une tonne de chiffres, on va les regarder ensemble, un par un. En fait, j'ai repris justement compétences perçues, opportunités perçues et peur de l'échec, dont les 3 grandes composantes importantes au niveau des attitudes. Ce que j'ai mis dans le tableau, j'ai mis reste du Canada, première bande en rouge, c'est facile, rouge Canada. Deuxième bande, le Québec, encore facile, bleu. Hein? Donc, rouge et bleu, les 2 premières bandes. Et c'est pour voir les moyennes du reste du Canada et du Québec. Donc, c'est la moyenne globale. Les 2 autres bandes qui suivent, c'est hommes-femmes, 18-24. Et les 2 autres bandes d'après, c'est hommes-femmes, 25-34. Parce que Raymond Robert me suggérait donc de faire l'entrepreneuriat féminin, mais chez les jeunes en particulier, parce que c'est votre clientèle. OK? Donc, qu'est-ce que ça dit comme chiffre? Si on regarde au niveau des compétences perçues, la deuxième, la barre bleue à gauche, 44 des gens au Québec qui pensent qu'ils ont les compétences pour devenir un entrepreneur. Si on regarde au niveau des jeunes, les 18-24 ans, chez les hommes, 39 donc un peu moins. Les jeunes, 18-24 ans, se sentent un peu moins compétents que la moyenne du Québec. OK? Mais les jeunes hommes se perçoivent plus compétents que les jeunes femmes, qui sont à 31,6 Quand ils passent en âge puis sont dans le groupe 25 à 34, on voit les hommes de bleu foncé à bleu assuré foncé, là, ça passe de 39 à 68 de sentiment de compétence. OK? Donc, au niveau du collège, ils se sentent plus ou moins compétents, mais là, ils finissent leur formation, ils ont leurs premières expériences professionnelles, et là, le sentiment de compétence, là, je suis capable. OK? Chez les hommes. Les femmes, 31 à 33. Ça ne bouge pas. OK? Ça, c'est un élément important. Pourquoi? Il y a plein d'explications, mais une des choses, quel genre d'emploi les filles se dirigent? Hein? Une tonne d'emplois, enseignement, services de santé, services sociaux, ainsi de suite. Le caring. Hein? Beaucoup de filles s'en vont dans ces domaines-là. Ce n'est pas des domaines qui, naturellement, mènent à devenir entrepreneurs. Et donc, ils n'ont pas d'occasion, dans leur début de carrière, de développer leur sentiment de compétence pour devenir des entrepreneurs. Ils vont se sentir super compétentes comme infirmières, ils vont se sentir super compétentes comme enseignantes. Dans tous les métiers qu'ils vont faire, ça, l'auto-efficacité va augmenter, c'est normal. Pas pour être entrepreneur. OK? Donc, ça, c'est un des éléments sans doute qui peut expliquer ce changement-là, ou en tout cas ce non-changement-là chez les filles. Au niveau des opportunités perçues, donc les bandes du milieu, on voit Québec, reste du Canada, très, très, très semblable à 57 %.
Les jeunes hommes, les jeunes femmes, aussi très, très, très semblables. Là où il y a un changement, les hommes, 24-35 ans, ils se mettent à avoir des opportunités, pas les femmes. Pourquoi? Sans doute la même chose. Dans leurs expériences professionnelles, sont aux ventes dans une entreprise, sont à l'ingénierie, service d'ingénierie dans une entreprise. Puis là, je caricature, puis je fais exprès. Là. Mais dans ce type d'emploi-là, plus de chances de voir des opportunités d'affaires parce que tu vas transiger avec des clients, parce que tu vas dans un service justement d'innovation, et ainsi de suite. Donc, plus de chances de voir des opportunités potentielles et de te sentir compétent que si tu es infirmière dans un hôpital. Tu ne verras pas les opportunités parce que tu vois des patients à longueur de journée. Sont où les opportunités? Faire des heures supplémentaires? Dernier élément, peur de l'échec. Il n'y a pas grand-chose à raconter là, si ce n'est que les plus jeunes ont un peu moins peur de l'échec que quand ils vieillissent un peu. C'est normal. Qu'est-ce que tu as à perdre quand tu as 18 ans? T'sais? Autrement dit, pas d'hypothèque, ton auto n'est pas payé, tu perds tout. C'est pas à toi, anyway. Pas grave. OK? Donc, un peu normal. Si on regarde au niveau du processus entrepreneurial, donc l'intention, mise en action, et ainsi de suite, au niveau des intentions entrepreneuriales, ça, c'est assez fascinant, j'en reviens pas à chaque année. Cette année, la moyenne du Québec, 19,6 %. Là, 19,6 %, ça n'a pas l'air si élevé, mais ça veut dire qu'il y a 19,6 % de la population adulte au Québec qui dit qu'il a l'intention de démarrer une entreprise dans les 3 prochaines années. Ce n'est pas une fois dans sa vie, dans 25 ans, c'est dans les 3 prochaines années. Fait que la population au Québec, là, c'est tout le monde dans la salle, c'est les gens que vous rencontrez dans la rue, là, à peu près 1 personne sur 5 qui a l'intention dans les 3 prochaines années. Fascinant. Bon, ça donne beaucoup d'entrepreneurs hybrides. Ils ne vont pas tous quitter leur emploi quand ils vont le démarrer, mais quand même. Si on remarque après ça, les 2 bandes qui suivent, jeunes hommes et jeunes femmes, l'intention des jeunes hommes, 33 %. Okay? Donc, les jeunes au Québec, en particulier les jeunes hommes, beaucoup l'intention d'entreprendre. Et ça monte encore plus haut chez les hommes, à 41 % quand ils sont dans le groupe d'âge 25 à 35 ans. 25-34 ans, pardon. 41 %, c'est hallucinant. Les filles, ça monte un peu, mais pas à même vitesse. Ça passe donc à 24 % jusqu'à 26 %. Ça reste plus élevé que la population en général, mais ça n'a rien à voir avec les chiffres des gars. On se rappelle tantôt, par contre, ils se sentent moins compétentes, ils voient moins d'opportunités, ils ont moins d'intention. Logique. Ça va? Est-ce qu'ils vont se mettre en action, ces gens-là? Les entrepreneurs naissants, donc on voit 9,5 % au Québec, 9,4 les jeunes hommes, les jeunes femmes. C'est à peu près la moyenne du Québec. Donc, les jeunes ne vont pas forcément passer plus à l'action, malgré une intention très, très élevée. Fait qu'ils ont le goût, ils veulent devenir entrepreneurs, ils ne passent pas tant à l'action. En tout cas, pas en proportion équivalente à leur écart au niveau des intentions. Par contre, quand ils arrivent dans le groupe d'âge 25-34 ans, regardez les jeunes hommes, ça passe d'à peu près 9 % à 19 %. Fait qu'au Québec, là, les plus jeunes ne passent pas tellement à l'action. Dès qu'ils avancent en âge, pourquoi? Expérience, un peu de ressources, ils ont mis de l'argent de côté, ils ont des idées, ils ont eu le temps de faire du réseautage, ainsi de suite. Mais c'est vrai pour les jeunes hommes. Les jeunes femmes, c'est la moyenne provinciale, pas plus. Alors qu'on devrait s'attendre, considérant les intentions quand même un petit peu plus élevées, on devrait s'attendre d'avoir plus de passage à l'action. Ce n'est pas le cas. Les nouveaux entrepreneurs, donc ceux qui versent des salaires, remarquez les 2 bandes qui se démarquent un petit peu du lot. C'est les bandes bleu foncé puis bleu assuré. Autrement dit, ceux qui réussissent à avoir une entreprise opérationnelle en ayant des salaires versés, ce sont, dans une plus grande proportion, les hommes, alors que les femmes, ça ne bouge pas par rapport à la moyenne. Ce qui est encore plus, entre guillemets, je dirais, inquiétant, c'est de voir les entrepreneurs établis. Les jeunes hommes, 9 % et 5,7 %, ce qui est à peu près dans la moyenne. Les femmes, 0. Alors, je vous rappelle, on a un échantillon de 2000 personnes. Pire que ça, j'ai fait une moyenne mobile de 2015 à 2017 pour augmenter mon échantillon. Donc, j'avais plus de 6000 répondants, là. Puis au Québec, j'avais plus de 1200 répondants. Dans le groupe des femmes 18-24 ans, 0 qui a une entreprise établie. 0, il n'y en a pas une. OK? Fait qu'elles vont en démarrer des entreprises.
elles ne vont pas réussir à verser des salaires pendant jusqu'à 42 mois ou plus. Ça, c'est inquiétant. Fait qu'on va, on va démarrer des petites entreprises, ça va vivoter, ne verse pas trop de salaire. Ça se limite à ça. Après ça, ils font quoi? On ne sait pas. Même chez les plus vieilles, donc 25-34 ans, 1,7 %. Il n'y en a à peu près pas. OK? Fait que c'est pas juste parce qu'ils sont trop jeunes, puis là, ils ont d'autres préoccupations. En vieillissant, non plus. OK? Puis là, je ne vous ai pas sorti les chiffres. Ça, c'est dans le rapport global qu'on a sorti. Mais même chez les plus avancés en âge, même la moyenne provinciale, les femmes au Québec, avec des entreprises établies, c'est encore super bas. Hein? C'est beaucoup plus bas que plein d'autres pays. Alors qu'au moins, on voit l'augmentation de l'intention d'entreprendre, la mise en action, mais ils ne réussissent pas à se rendre à plus de 42 mois de salaire. Fait qu'on a quand même quelque chose à travailler à ce niveau-là, au niveau des entrepreneurs établis. Chez les jeunes, c'est évident, on le voit bien, là, mais même chez les plus avancés en âge. Ça va jusqu'à maintenant? Oui? C'est bon? Donc, en gros, les jeunes filles ont un récapitulatif. Là, les jeunes filles ont peu confiance en leurs moyens pour devenir entrepreneurs. Sans doute que c'est lié à des stéréotypes de genre. Hein? Tantôt, je vous ai demandé spontanément les entrepreneurs. Il y en a 2 qui m'ont déjoué, là, mais après ça, rapidement, vous êtes mis à nommer des hommes. Il y a une étude, puis j'en parle là, mais ça va être vrai pour les chiffres que je vais vous présenter tantôt. Il y a une étude qui a été sortie il y a moins de 10 ans. Qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait aux gens de la population générale d'identifier les qualités qu'on associe généralement aux hommes ou aux femmes. Donc, il y avait énergique, dynamique, compétitif, toute une liste de qualités. Et là, est-ce que c'est plus les hommes, c'est plus les femmes ou c'est autant les hommes que les femmes? Fait que les gens devaient associer donc les qualités à des stéréotypes de genre. Ça va? Dans un deuxième temps, un peu plus loin dans le questionnaire, il y avait plein de questions pour les mêler un petit peu plus loin. On leur demandait quelle qualité associez-vous à l'entrepreneuriat? Et là, ils faisaient le même exercice. Okay? Donc, énergique, c'est-tu plus un entrepreneur ou un salarié? Dynamique, compétitif, ainsi de suite. Sans surprise, à peu près tous les stéréotypes associés aux hommes étaient à peu près les mêmes stéréotypes associés aux entrepreneurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on pense aux qualités que ça prend pour devenir un entrepreneur, on se dit que c'est des qualités que les hommes ont plus que les femmes. Okay? C'est ça, les stéréotypes de genre. Puis si on pense que c'est davantage des hommes qui ont les qualités pour devenir des entrepreneurs, on est un peu dans le trouble. Hein? Parce que ces stéréotypes de genre-là, ils n'arrivent pas nécessairement au cégep, ils n'arrivent pas nécessairement à l'université. C'est dès 5-6 ans que les stéréotypes sont ancrés, où les jeunes filles se sentent moins compétentes sur plein de trucs que les gars, puis ils vont laisser les gars faire les choses. Hein? Résoudre un problème mathématique, là, vas-y. 5-6 ans. Fait que, évidemment, il y a du travail à faire au collégial. Là. Okay? Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a plus rien à faire. Là. Ce que je veux dire, c'est que les stéréotypes sont ancrés, on ne les voit plus, ils sont là. Ça fait partie de notre discours, de notre langage, ça fait partie de nos croyances. On les remet rarement en question. Puis c'est important de les remettre en question. C'est important de se poser la question, est-ce qu'on dit un ou une entrepreneur? Est-ce qu'on prend la peine de dire aussi une entrepreneur quand on pose la question? J'ai fait exprès là, tantôt. Hein? Nommez-moi un entrepreneur, parce que quand on pose ce genre de questions-là, on ne dit pas un ou une entrepreneur, on dit un entrepreneur. Je fais ça vite, c'est une tranche de vie, mais c'est parce que ma fille a fait un cours en éducation à l'enfance au cégep. Puis, quand elle est venue pour travailler là-dedans, elle s'est dit, je me sens pas la fibre maternelle, puis c'est pas pour moi. Puis, elle aimait beaucoup l'esthétique puis la massothérapie. Donc, on l'a aidée à acheter un centre de santé, puis elle a opéré son centre de santé. Elle a eu un petit bébé. Puis là, la fibre maternelle est revenue au galop. Mais elle a décidé de lâcher les soins, puis je dirais l'entrepreneuriat technique, parce qu'elle est tombée en amour avec sa fille. Mais là, un bébé, là, ça lui parlait. Là, elle sentait qu'elle était capable. Alors, elle a ouvert son centre d'éducation à l'enfance en garderie familiale. Ouais. Mais pour toi, à ce moment-là, est-ce que, si elle répond au sondage, là, est-ce que c'est une entrepreneure, une fille qui passe à garderie à milieu familial et qui décide de rester avec son enfant, plus d'autres enfants, pour vivre de sa passion? Bien, si officiellement, elle vend des produits ou des services, puis dans ce cas-ci, c'est des services, forcément, elle rentre comme une entrepreneur. Donc, c'est une entrepreneur. Ça fait-tu plus de 42 mois? Non, c'est septembre. Ça va? Bon, on en a trouvé une. Yes.
Il y en a! faut y chercher! Oui. Alors moi, ce ne sera pas une tranche de vie, mais un petit irritant. Pas par rapport à ce que j'ai dit. Oui! Ah non! On parle justement du caring en disant, les femmes, mais le caring est aussi de l'entrepreneuriat. Les infirmières sont, pour beaucoup, de plus en plus des travailleurs autonomes. Sauf qu'on ne leur laisse pas la possibilité de découvrir aussi ça. Donc, dans beaucoup, sciences humaines et autres, n'ont pas l'opportunité d'avoir des cours d'entrepreneuriat pour savoir si oui ou non elles seraient capables de le faire. Puis, on parle d'entrepreneuriat avec effectivement l'entrepreneuriat est genré parce qu'on le voit d'une façon, on voit les dragons, on voit tous ces gens-là, mais l'autre entrepreneuriat, qui est un entrepreneuriat social, qui est un entrepreneuriat qui fonctionne, qui répond à certains enjeux, celui-là, on n'en parle pas. Et il y a beaucoup de femmes dans cet entrepreneuriat-là. Donc, ça serait important aussi, nous, d'aller à d'autres paradigmes de l'entrepreneuriat et d'arrêter de se parler d'entrepreneuriat hyper capitaliste et peut-être regarder différemment. C'est tout à fait juste, absolument. Quand on parle d'entrepreneuriat, effectivement, c'est de l'entrepreneuriat capitaliste. Toute l'économie sociale portée essentiellement par des femmes. Il y a des hommes aussi. C'est pour ça que je dis, oui, exactement, tout à fait. On n'en parle pas trop. Voilà, exactement. Dernière intervention qu'on te laisse filer. Oui, alors moi, ma question, je ne m'attends pas forcément à une réponse, c'est plus une rhétorique. Vous savez, derrière tout grand homme, on le dit, là, il y a une femme. Donc moi, je me demande jusqu'à quel point est-ce que les hommes encouragent l'entrepreneuriat auprès de leurs conjoints, de leurs femmes, etc. Donc moi, je questionne aussi cet aspect-là, des chiffres qu'on voit. Oui. J'ai pas de réponse tellement liée à ça, mais si je peux juste donner une anecdote d'une autre étude que j'ai menée avec Femmes et Sœurs puis Conditions féminines Canada, juste sur la répartition des tâches qu'on demande aux hommes ou aux femmes qui sont entrepreneurs, qui possèdent une entreprise opérationnelle, puis on leur demande qui en fait le plus chez vous, c'est vous ou c'est votre conjoint? Bien, tout le monde est d'accord. Les femmes entrepreneurs disent c'est moi, les hommes entrepreneurs disent c'est ma femme. Il y a unanimité, c'est très clair. OK? Fait que est-ce que les hommes dont la femme est entrepreneur font leur part? En tout cas, c'est une anecdote, là. J'ai pas de réponse, là, mais... Alors que la femme entrepreneur, elle va en faire plus. Elle va s'occuper des enfants, puis c'est comme naturel. Voyons, c'est une femme. Débile, mais en tout cas... Ouais. 10 minutes. Oui, 10 minutes, je vais clencher ça. Entrepreneuriat au collégial, quelques constats. Écoutez, j'ai la chance exceptionnelle d'avoir dirigé l'essai de François Sylvain. François qui est ici, François au cégep de Drummondville et qui donc intervient au cégep, évidemment, avec le club entrepreneur, avec les étudiants, qui est prof en technique, c'est technique de comptabilité et gestion et technique de gestion commerciale, n'est-ce pas? Donc, François, qui a fait son MBA, comme je le disais, à l'UQTR, et qui a fait son essai sur l'intention d'entreprendre et le passage à l'action chez les étudiants collégiaux, donc du cégep de Drummondville. Alors, je trouvais ça super d'avoir accès à ces informations-là. Oui, François, il est là, exactement. Oui. Ben, tu peux lever la main, François. Excellent. Donc, ce que je vais vous présenter là, c'est le fruit de son travail. Je trouvais ça tout à fait à propos de vous le présenter, d'abord parce qu'il a vraiment travaillé fort. C'est presque un mémoire qu'il a fait. Il y avait juste 6 crédits, mais il en a travaillé pour 21, ça, il n'y a aucun doute. Puis ensuite, c'est avec des étudiants collégiaux. Donc, je trouvais ça important de vous présenter ces résultats-là parce que vous êtes tous des gens qui travaillaient au collège. Et donc, on va voir un peu comment ça se passe au niveau de l'intention puis de l'identité entrepreneuriale chez les étudiants collégiaux. Donc, vous vous rappelez tantôt les aspirations, les croyances, l'intention, mise en action. J'ai à peu près mis le même pattern pour vous présenter les résultats. Donc, au niveau des aspirations entrepreneuriales, il y avait plein de questions, mais j'en ai pris une juste à titre illustratif parce que c'est à peu près tout le même résultat qu'on obtient question après question. Quand j'y pense, le terme entrepreneur m'irait bien. Hein, c'est dans quelle mesure on s'identifie à l'entrepreneuriat. Et là, François a fait les différences entre les hommes et les femmes. Si on prend ceux qui sont en accord et très en accord, donc ceux qui se disent que ça m'irait bien, moi, être entrepreneur, 55,6 % des jeunes du collège, femmes, disent que ça leur irait bien, alors que 81,9 % des jeunes hommes qui disent que ça leur irait bien. Donc, on le voit clairement, l'écart. Là, il y a 26,3 % d'écart entre les hommes et les femmes quant au fait de se voir comme un entrepreneur.
OK? Donc, ça confirme, c'est tout à fait... Autrement dit, là, on voit à peu près les mêmes résultats au collège qu'on voyait tantôt dans les résultats du Global Entrepreneurship Monitor. Il n'y a pas de surprise. À chaque fois, on referait 25 études, ça sera encore ça. OK? Avez-vous l'intention de démarrer une nouvelle entreprise dans le futur? Hommes et femmes, 54 chez les hommes, 38 chez les femmes, 15,6 d'écart. Encore un écart au niveau de l'intention d'entreprendre. OK? Ça ne change pas tellement. Puis là, petite anecdote, je l'ai effleuré tantôt, mais l'échantillon, c'est essentiellement composé d'étudiants en technique de gestion de commerce, technique, donc des gens qui sont dans le domaine de l'administration puis du commerce. Okay? Quelques-uns qui n'étaient pas dans l'échantillon, qui étaient ailleurs, dans d'autres programmes, mais l'essentiel, ce sont des gens qui, en principe, sont attirés par la gestion et qui devraient, en principe, avoir plus le goût d'entreprendre ou même se sentir plus compétents que la moyenne, parce qu'ils suivent des cours à cet égard pour devenir compétents, justement. Sentiment d'auto-efficacité, il y avait 5 grandes dimensions. Je vous les présente un exemple de chacune de ces dimensions-là. La première dimension, c'est l'idée dans quelle mesure les gens voient des opportunités ou sont capables d'identifier des opportunités. Fait que la question qu'on a posée, c'est quel est votre niveau de confiance en votre habileté à trouver une nouvelle idée de produit ou de service par vous-même? OK? Et on leur demandait leur niveau de confiance de 0 à 100 par bond de 10. Fait qu'on a regroupé les 70 à 100 ensemble en disant, si tu as plus de 70 de sentiment de compétence, tu commences à te trouver quand même assez bon pour identifier une opportunité. Alors, dans ce groupe-là, 38 des hommes s'estiment compétents, 17,9 chez les femmes. C'est quasiment du simple au double. OK? Si on change de type de compétences, puis on y va sur la capacité d'estimer la demande des clients pour un nouveau produit et service, donc de faire une étude de marché, des étudiants en commerce par ailleurs, hein, je le répète. 54 des hommes s'estiment compétents, 28 des femmes s'estiment compétentes. OK? Encore un écart. Au niveau de la compétence à amener les autres à s'identifier puis à croire en ma vision puis en mes plans pour une nouvelle entreprise. Dans quelle mesure je fais preuve de leadership pour amener les gens à croire à mon projet d'affaires? 61 chez les gars, 35 chez les filles. Encore là, presque du simple au double. Par contre, si on leur demande leur sentiment de compétence à inspirer, encourager et motiver mes employés, là, si ça a rapport avec les humains, 74 chez les hommes, 75 chez les filles. Là, les filles s'estiment aussi compétentes. Transiger avec des humains, parler, les motiver, les encourager. Ça, les filles sont bonnes. Ça va. OK? Les gars aussi, les gars sont bons tout le temps. Eux autres, les gars se pensent tout le temps bons. Ça, on ne se trompe pas. On part avec ça. OK? Mais là, les filles disent, oui, ça, je suis bonne. C'est pas un stéréotype de genre, ça? Hein? Parler aux gens, les convaincre, les motiver. Les filles sont bonnes. Lire et interpréter les états financiers, sans grande surprise, 74 des hommes, 39 chez les femmes. Dans une technique, principalement dans des techniques liées à la gestion commerciale. Wow! Oui? Il nous reste 5 minutes. Ah oui, ça va. Je suis vraiment surpris de cette statistique. Là, moi, je suis CPA. Puis on le sait, aux examens de CPA, les filles réussissent maintenant mieux que les hommes. Alors là, je suis vraiment surpris de ça. On ne parle pas de la réussite. On parle de comment ils se sentent. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Quand on regarde les filles démarrer des entreprises, quand on regarde les filles mener n'importe quel projet, dans bien des cas, sont meilleures que les gars. Mais ils ne se sentent pas meilleurs que les gars. Ils regardent les gars et disent ils sont forts. Plus que moi. Mais Étienne, pour les ressources humaines, tantôt, les pourcentages étaient égaux. Oui. Ils ont une formation. Là. Mais quand on prend comme en gestion de commerce, souvent, ils n'ont pas de cours en entrepreneuriat dans cette formation. Pourtant, c'est de la gestion de commerce. Oui. Mais ils ont des cours en comptabilité. Ils devraient être capables de lire les états financiers. Non, je suis d'accord, mais quand on parle de l'idée d'entreprendre, s'ils n'ont pas de cours en entrepreneuriat, c'est sûr. Ils vont avoir des faiblesses. C'est vrai. C'est vrai que la formation peut aider, mais les stéréotypes sont tellement ancrés qu'au-delà de la formation, les filles sortent avec une formation en entrepreneuriat, s'estiment toujours moins compétentes que les gars. Même quand elles vont démarrer, au début, elle va se sentir moins compétente qu'un gars. Ça prend du temps avant que l'entrepreneur femme établie
va dire, puis anecdote, là, justement sur le rapport que j'ai fait auprès des femmes dirigeantes de PME, l'écart est amenuisé. Mais on parle de gens qui, en moyenne, ça fait 15-20 ans qu'ils gèrent une entreprise. Là, rendu là, quand ça fait 15-20 ans, en moyenne, là, que tu as ton entreprise, les femmes le savent qu'ils sont compétentes. Ils ont vu les pas bons, penser qu'ils sont bons. Ils disent, moi, là, je suis au moins aussi bon que les autres que je vois. Au moins. OK? Fait que, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Puis c'est beaucoup d'expérience pour mener à ça. Si on demande, avez-vous accès aux ressources selon... Et ça, l'accès aux ressources, c'est important parce qu'on ne demande pas s'ils ont les ressources, mais s'ils sont capables d'aller les chercher. Hein? Selon vous, obtenir des capitaux pour soutenir le démarrage ou le développement d'une entreprise serait facile, 46 % chez les hommes, 13 % chez les femmes. Je ne demande pas, avez-vous de l'argent? Là? Vous allez chercher de l'argent. Ce n'est même pas votre argent. OK? Mais quand tu parles à des filles qui ont fait des pitchs, j'ai discuté, puis à chaque fois que je fais le rapport GEM, je vais discuter avec des entrepreneurs pour faire des portraits au travers du rapport, puis je discute avec eux. Puis je jasais avec une fille qui est dans le rapport GEM cette année, puis elle disait, une fille dans le domaine des technos, OK? Était tellement enragée au bout du fil, là, puis fâchée, puis elle disait, je fais des pitchs auprès des investisseurs, puis elle dit, je vois les jeunes blancs-becs qui ne connaissent rien en techno, ils arrivent, font un pitch, font un fanfaron, les milliers de dollars qui pleuvent. Moi, j'arrive, je connais la technologie, puis tout ça. Il me semble que tu n'as pas tellement d'ambition. T'as-tu pensé au marché mondial? Non, j'ai pas le marché mondial. Là, ben, plus petit, mais correctement. Pas d'argent, rien. Incroyable. Elle disait, je suis tellement fâchée, là, je la maîtrise la technologie, j'ai un projet qui est rentable, ainsi de suite, mais là, elle dit, parce que je ne veux pas faire des ventes à l'international demain matin, là, parce que je ne suis pas rendu là, parce que je veux y aller par étapes. Alors que les autres, ils racontent n'importe quoi. Là. Ils pitchent n'importe quoi. Là. Ils ont l'argent, ça va bien. Stéréotype. Êtes-vous actuellement en processus de démarrage? Oui, qui donne l'argent? Ça, c'est un autre. Il faut que je travaille là-dessus dans pas long. Là. J'ai vraiment un super beau projet en tête, là, éventuellement. Je vais revenir avec d'autres choses. Êtes-vous actuellement en processus de démarrage? Les hommes et les femmes, oui, 6 % chez les hommes, 16 % chez les femmes. Le paradoxe, quand je lisais ça, c'est complètement fou. Les femmes ne s'estiment pas compétentes, mais c'est eux autres qui sont en train de démarrer des projets. Au collège, ils sont dans l'action. Puis ils démarrent, puis mais je ne suis pas si bonne dans le fond, mais moi le faire, là, pour toutes sortes de raisons. Ils ont le goût. OK? Même chose. Possédez-vous une entreprise actuellement en opération? 12 % chez les jeunes hommes, 18 % chez les jeunes femmes au collège à Drummondville, dans l'échantillon. Pourtant, elles s'estiment moins compétentes. Fascinant. Incroyable. Donc, si on récapitule, puis je vais terminer avec ça. Donc, moins d'identité entrepreneuriale puis d'intention chez les jeunes filles. Comme je l'ai mentionné tantôt, sur 4 des 5 compétences, des sentiments d'auto-efficacité, s'estiment moins compétentes, sauf pour la gestion du personnel, où là, ça va. Hein, ça conforte les stéréotypes de genre. Les filles pensent qu'ils ont moins accès aux ressources financières, mais on se doute aussi qu'il y a des problèmes de stéréotypes, même dans l'attribution du financement. Et essentiellement des hommes qui donnent du financement à d'autres hommes. Puis, malgré tout, plusieurs passent à l'action, donc c'est quand même encourageant, malgré le fait qu'il y a beaucoup de choses décourageantes qu'on voit, puis sur lesquelles je pense qu'il faut poursuivre le travail.